Le Gabon n'est pas épargné par cette pathologie dont le traitement de référence est la chimiothérapie. De quoi s'agit-il vraiment et comment mieux le supporter? Pour répondre à ces questions, ce nouveau numéro d'Instant Santé vous emmène au centre de cancérologie d'Akanda. Ici avec le docteur Igabouyi, épouse Minto, qui est oncologue et responsable de l'oncologie médicale. Nous ferons le circuit du patient atteint de cancer. Docteur Igabouyi, merci de nous ouvrir vos portes. Le plaisir est pour nous. Alors avant que d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons revenir sur la définition du cancer et les différents facteurs de risque. Eh bien, le cancer, c'est une maladie grave, c'est une maladie de la cellule. En fait, une cellule normale, sous l'effet de certains éléments, certains agents qu'on appelle facteurs de risque, va se transformer pour devenir une cellule cancéreuse. Et c'est cette cellule unique au départ qui va se multiplier à l'infini pour devenir ensuite un amas cellulaire, un tissu qui devient, lui, le cancer. Alors, pourquoi on fait des cancers? Parce qu'il existe certains éléments qui vont favoriser la survenue de ces cancers. Ces éléments, ça peut être notre propre organisme, donc des facteurs dits endogènes, qui sont propres à nous-mêmes, c'est la génétique, puisque le cancer, c'est d'abord la maladie du gène. C'est également l'environnement, notre façon de vivre, de manger, de s'alimenter, c'est certains virus, certaines bactéries. Dans le cancer du col de l'utérus, par exemple, c'est un virus qui est responsable de cette transformation. Ce sont dans les facteurs environnementaux l'exemple des rayons ultraviolets. C'est d'autant de facteurs de risque qui peuvent expliquer la survenue d'un cancer. Et quels sont les cancers les plus fréquents au Gabon? D'après les données du registre des grands livres-vides, donc qui est à l'Institut de cancérologie, chez la femme, le premier cancer reste le cancer du sein, qui est suivi du cancer du col de l'utérus. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Ensuite, tous sexes confondus, viennent les hémopathies et les tumeurs digestives, notamment le foie et le côlon. D'après le Centre international de recherche sur le cancer, les chiffres sont en hausse. Donc en 2022, par exemple, 20 millions de nouveaux cas ont été enregistrés et 9,7 millions de décès. Qu'en est-il au Gabon? On va dire au Gabon et dans toute l'Afrique, la tendance reste la même. C'est une croissance exponentielle. Notamment en 2030, on estime que la majorité des décès par cancer surviendront en Afrique subsaharienne. La tendance reste la même à Libreville. On voit qu'à l'ouverture de l'Institut à nos jours, déjà le nombre de nouveaux cas de cancer est en augmentation. D'environ 390 patients en 2012 à l'ouverture, nous sommes en fin 2023 à près de 700 nouveaux cas de cancer pour environ 6000 cas de cancer vus à l'Institut depuis l'ouverture. C'est donc une croissance exponentielle qui peut expliquer la tendance mondiale également. Pourquoi est-ce que les chiffres sont en hausse? Cette hausse en Afrique peut s'expliquer avec la modification de la façon de vivre, des habitudes alimentaires par exemple. Les habitudes deviennent occidentalisées, donc ça fait que certains facteurs qui existaient ailleurs vont se retrouver chez nous. C'est la sédentarité, le fait de ne pas pratiquer d'activités sportives, de ne pas beaucoup bouger. C'est la mauvaise hygiène de vie qui peut expliquer que les facteurs de risque qui s'installent vont entraîner une augmentation du nombre de cas de cancer. Vous êtes responsable de l'oncologie médicale ici, à l'Institut de cancérologie. Vous êtes oncologue vous-même, mais en quoi cela consiste? Le travail du cancérologue médical, comme on dit, c'est l'administration des médicaments. Parce qu'en cancérologie, on va distinguer plusieurs branches. Il y a les radiothérapeutes qui donnent le traitement par les rayons. Il y a les chirurgiens cancérologues qui font des traitements locaux avec la chirurgie. Moi, à l'exemple de certains de mes collègues, nous sommes oncologues médicaux. Nous faisons l'administration des médicaments pour lutter contre le cancer, vulgairement appelé la chimiothérapie. Et justement, l'Institut de cancérologie a plusieurs missions. Pouvez-vous nous en parler? Alors, l'Institut de cancérologie est une entité entièrement dédiée à la prise en charge des cancers. Et pour introduire ces différentes missions, je vais vous conduire vers le colonel Koumba, qui est le directeur général adjoint de l'Institut et médecin nucléariste. Suivez-moi. Sur les missions régaliennes de l'Institut. Merci de votre part. Alors, l'Institut de cancérologie d'Akanda
est un institut qui se veut être une référence au niveau sous-régional et qui reçoit en son sein des personnes venues d'ailleurs qu'au Gabon. Parlez-nous de ces différentes missions. L'Institut de cancérologie d'Akanda est le centre de traitement des cancers au Gabon. Au titre de ces missions, nous pouvons notamment mentionner l'offre de soins de qualité aux différents patients atteints de cancer, de faciliter l'accès aux soins de nos différents patients cancéreux, en simplifiant notamment le parcours du patient et en limitant les délais d'attente de rendez-vous avec les différents spécialistes. L'une des missions également très importantes, c'est notamment de favoriser le développement des différentes disciplines médicales qui sont impliquées non seulement dans le diagnostic, mais également dans le traitement des cancers. Comme c'est une structure qui se veut internationale, il s'agirait également de développer la recherche scientifique dans le domaine du cancer, qui est un domaine en constante évolution. Le Gabon a donc le devoir de s'arrimer aux normes internationales en matière de prise en charge et de diagnostic des cancers. Cela passe notamment par la réhabilitation et l'acquisition de matériel de dernière génération pour répondre aux attentes élevées de nos populations. Cela passe également par la formation initiale, mais également continue de nos personnels hautement qualifiés qui auront la charge de prendre en charge effectivement nos patients dans le domaine de la prise en charge thérapeutique effectivement de ces cancers. Colonel, vous avez évoqué dans vos propos la facilitation, donc parmi les missions, la facilitation du circuit du patient. Comment est-ce que l'Institut s'y prend? Il faut dire que lorsque les patients arrivent, ils peuvent soit venir eux-mêmes spontanément, déjà avec un résultat, un diagnostic, qui signe également autant pour moi le caractère cancéreux de sa pathologie. Ils peuvent être référés par un confrère qui a fait le diagnostic à titre externe et il vient avec effectivement une lettre de référence. Et ces patients seront directement reçus au niveau de l'accueil. C'est l'accueil où va s'effectuer une sorte de tri qui va définir en fonction de la spécialité concernée, donc par où le patient devra passer. Parce qu'à l'issue de cela, il faudra évaluer l'état du patient. Est-ce que le cancer, comme on le dit, est dans une forme purement localisée au niveau de l'organe atteint ou il a déjà commencé à atteindre des autres organes? Donc, on réalise des bilans complémentaires, ce que nous appelons ici le bilan d'extension. Donc, c'est essentiellement le début du circuit du patient avant effectivement d'aller dans un autre volet, donc celui qui est de la réunion pluridisciplinaire. Dans cette réunion, nous réunissons les différentes spécialités, les différents confrères, puisque la décision est prise de manière collégiale. Il s'agit de prendre la décision thérapeutique qui sera la mieux adaptée à l'état d'évolution ou le stade d'évolution de la maladie de notre patient. Donc dire que ce tri-là est donc la base qui permet de mieux orienter le patient, donc qui facilite justement le circuit en question. Ce tri est très important dans la mesure où, comme je disais, elle réduit également les délais justement d'attente du patient. Parce que c'est une maladie qui est évolutive. Plus les choses sont faites suffisamment tôt et à temps, et mieux les chances de survie sont préservées dans l'intérêt du patient. Donc, il est accompagné depuis l'accueil, son arrivée au niveau de l'Institut, pendant tout le processus d'évaluation jusqu'au processus de traitement. Justement, vous parlez de ce processus-là, donc la prise en charge se passe en différentes étapes, ce qui veut dire que l'Institut est composé de différents compartiments. Quels sont ces différents compartiments? Nous pourrons citer le service d'abord d'oncologie, parce que ce sont eux qui reçoivent en majorité les patients. Et en fonction des examens, ils pourront être orientés, par exemple, vers le service de médecine nucléaire, où effectivement, on va affiner ou peaufiner le diagnostic d'extension du patient pour voir si effectivement la maladie est localisée ou elle a commencé déjà à diffuser au niveau des autres organes, au niveau de l'organisme du patient. Et au fur et à mesure, donc, dès que nous aurons tous ces éléments, on aura évalué le patient dans sa globalité. Le dossier sera présenté à ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, c'est là où la décision thérapeutique sera évoquée. La thérapeutique, donc le traitement, peut passer notamment par la chirurgie, ça peut passer par la chimiothérapie et ça peut passer également par la radiothérapie. Donc, en fonction du stade,
l'un et l'autre pourra intervenir à quelconque niveau que ce soit de la prise en charge thérapeutique du patient. Et justement, nous sommes ici pour parler de chimiothérapie, qui est l'un des traitements, vous l'avez cité, du cancer. Et donc, nous voulons en savoir un peu plus sur ce traitement-là. Il faut dire que pour le volet chimiothérapie, je préfère passer la parole à ma consoeur Dr Igabouyi, parce qu'il faut dire que moi, je suis médecin nucléariste de formation. Donc, pour tous les détails concernant la chimiothérapie, je crois que ma consoeur Dr Igabouyi sera mieux outillée pour vous donner le maximum d'informations sur notre prise en charge. Merci, colonel, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie d'être passé nous rendre visite. Comme vous le disait le colonel tout à l'heure, le patient qui est orienté à l'Institut de cancérologie va se présenter à l'accueil, d'où il sera orienté vers un médecin spécialiste pour ouverture de dossier. C'est-à-dire qu'on va l'examiner, on va demander certains bilans, donc le bilan d'extension, qui peut faire intervenir la médecine nucléaire, qui peut faire intervenir les services de radiologie. Et de là, lorsqu'on a un bilan d'extension, donc une stadification, on va discuter du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. Nous serons pris des décisions thérapeutiques, qui pourra être une radiothérapie. À ce moment, le patient sera orienté vers la radiothérapie. Ce traitement peut être de la chirurgie, qui sera donc orienté vers un service de chirurgie soit viscérale, soit traumatologique, neurologique ou encore gynécologique pour les cancers féminins. Et pour d'autres seront orientés en chimiothérapie, parce que malheureusement nos patients arrivent à des stades avancés, ce qui fait que le principal traitement reste la chimiothérapie. Et cela veut dire donc que si le patient n'est pas à un stade avancé, il y a d'autres types de traitements. Quels sont ces traitements? Ce sont des traitements locaux régionaux tels que la chirurgie et la radiothérapie qui peuvent aider à la prise en charge des cancers. Et en ce qui concerne donc la chimiothérapie, comment cela se passe? Alors, comment se passe la chimiothérapie? Ce qu'est la chimiothérapie? Je vais vous conduire vers mes collègues qui vont également vous entretenir sur la notion de chimiothérapie. Venez avec moi. Pour vous parler de la chimiothérapie, vous aurez Dr Nzamba et Dr Nziengi qui sont également oncologues médicaux. Docteur Nzamba, dites-nous en quoi consiste la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement par voie générale qui sera administré chez un patient atteint de cancer. Donc, c'est l'administration de substances chimiques. Ces substances sont appelées des anticancéreux dans l'organisme et qui a pour but de détruire toutes les cellules cancéreuses qui se trouvent, quelle que soit leur situation dans le corps. Il faut dire qu'on a deux types de chimiothérapie actuellement. On a les anciennes chimiothérapies qu'on appelle chimiothérapie classique qui s'attaquent aux cellules cancéreuses et on a les nouvelles chimiothérapies. Les nouvelles chimiothérapies ont pour but de détruire ou de neutraliser tous les mécanismes qui permettent à la cellule cancéreuse de progresser. Donc, ce sont les nouveaux traitements tels que les thérapies ciblées, l'immunothérapie. La chimiothérapie peut se donner par voie orale dans 20% des cas et dans la majorité des cas, dans 80% des cas, ce sera donné par perfusion. On peut donner la chimiothérapie à tous les stades de la maladie. Avant le traitement principal du cancer qui est la chirurgie, on peut faire une chimiothérapie qui aura pour but de faire réduire la taille de la tumeur et de détruire les microcellules cancéreuses qui circulent dans le sang. On appelle ça une chimiothérapie néoadjuvante. On peut donner une chimiothérapie après une chirurgie d'emblée d'un cancer pour éviter le risque de récidive. On appelle ça une chimiothérapie adjuvante et on peut donner une chimiothérapie chez les patients qui sont métastatiques. Donc, ça aura pour but de stabiliser la maladie, de faire des rémissions longues. Donc, ce sont des chimiothérapies palliatives. Donc, ce traitement-là permet de se remettre du cancer. Mais il se dit que quand on entre à l'Institut de cancérologie d'Akanda, on ne ressort pas vivant. Déjà, je vais balayer cette rumeur parce que rentrer à l'Institut de cancérologie, c'est un peu vague. Il y a les hospitalisations à l'Institut de cancérologie et il y a le pool des patients qui sont vus de façon régulière.
en consultation et qui suivent leur traitement. Donc, vous allez remarquer qu'il y a plus de patients qui viennent de façon régulière suivre leur traitement et qui sont là pour des rémissions longues. Donc, ils sont dans les halls de consultation et ceux-là, ils ne sortent pas par le décès. Mais ceux qui viennent généralement en hospitalisation, ce sont les complications de la maladie ou l'évolution naturelle de la maladie. Le cancer, c'est une maladie potentiellement mortelle, d'accord? Lorsque le cancer a échappé à tous les traitements, on aura l'évolution vers les soins palliatifs, vers la fin de vie. Et normalement, ces patients seront reçus, vu que l'hôpital n'est pas fermé, pour organiser leur fin de vie. Et voilà un peu pourquoi. Il y a certains qui vont rentrer, mais nous savons qu'ils ne vont pas ressortir. Donc, nous les accompagnons. Mais quels sont donc les facteurs qui favorisent la rémission du cancer? Les facteurs qui favorisent la rémission du cancer, déjà, c'est le respect du traitement. Ça fait partie un peu de l'attitude thérapeutique du patient. Il faudrait que le patient suive scrupuleusement le traitement qui a été décidé pour lui. Parce qu'on a aussi plusieurs patients qui arrêtent volontairement leur traitement, qui sont perdus de vue et qui reviennent à des stades avancés en voulant reprendre le traitement où il avait été laissé. Mais ce n'est plus le même traitement, ce n'est plus la stratégie thérapeutique. Mais pourquoi laisse-t-il le traitement? Pourquoi ne continue-t-il pas? Vous avez des raisons? Les raisons sont multifactorielles. Il y a des raisons personnelles aux patients. Il y a des raisons liées à la fatigue émotionnelle, psychologique, des traitements qui sont longs. Alors, docteur Nzingi, la chimiothérapie est un traitement donc aux effets secondaires assez lourds. Le patient perd ses cheveux, il semble les périr, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'intolérance. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces effets secondaires? Les effets secondaires de la chimiothérapie, effectivement, sont multiples, car il existe plusieurs molécules de chimiothérapie avec chacune ses effets secondaires. De façon plus générale, ces effets sont généralement classés en fonction des différents systèmes, sinon des appareils qui constituent l'organisme. Ainsi, nous avons les effets secondaires digestifs, dont les plus fréquents sont les nausées, les vomissements, la diarrhée ou même la constipation. La mucite, qui se définit par une inflammation des muqueuses digestives, ça va se manifester par des ulcérations, des douleurs au niveau de la cavité buccale et même au niveau de la gorge. Vous avez des effets secondaires d'ordre urologique. On peut avoir des atteintes au niveau rénal qui vont se traduire par une altération de la fonction rénale, comme on peut avoir des effets au niveau de la vessie, donc une atteinte vésicale qui va se traduire par une coloration rouge des urines. On peut avoir des effets cardiovasculaires, donc qui peuvent se traduire par une hypertension artérielle et même par une altération aussi de la fonction cardiaque. Mais pourquoi tous ces effets secondaires? La chimiothérapie, du moins pour la chimiothérapie classique, ce sont des médicaments qui ne font pas la différence entre le patient et son cancer. Donc les médicaments vont agir en même temps sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les cellules saines. C'est globalement ce qui explique la survenue des effets secondaires. Maintenant, il y a des facteurs liés au patient, mais aussi des facteurs liés à l'équipe, parfois à l'équipe médicale, il faut le dire. Donc, les facteurs liés au patient, généralement, lorsqu'on fait une cure de chimiothérapie, avant l'administration de la chimiothérapie, il y a des précautions qui sont prises. Ou alors, lorsque nous recevons les malades en consultation d'annonce pour définir sa stratégie thérapeutique, il y a un mécanisme de sensibilisation qui fait que nous informons les patients comment mieux éviter les effets secondaires ou comment mieux les supporter. Justement, comment mieux les supporter? Donc, c'est l'occasion pour moi, en fait, de dire ici aux patients qu'il faut écouter les médecins. Parce que nous insistons vraiment sur la sensibilisation. Les effets secondaires, comme je disais, sont multiples. Et donc, les mécanismes aussi pour pouvoir les éviter sont fonction des molécules de chimiothérapie. Lorsque nous savons que tel médicament, en administrant, peut induire les nausées ou les vomissements, il y a des médicaments qui sont utilisés systématiquement avant l'administration de la chimiothérapie. Lorsque nous savons que ce médicament va entraîner une toxicité hématologique, telle que les neutropénies, qui se définissent par une baisse de défense de l'organisme, qui peuvent entraîner des complications infectieuses, nous mettons en place systématiquement des protocoles d'injection des facteurs de croissance granulocytaire pour éviter ces effets secondaires. Autant des mécanismes. Nous avons les effets secondaires tels que les neuropathies périphériques qui surviennent avec un certain nombre de médicaments. Il y a des conseils qui sont donnés aux patients tels que ne pas être exposé au froid, se protéger du froid, ainsi de suite. C'est l'occasion pour moi de dire en fait que les patients doivent écouter les médecins parce que nous avons des patients qui écoutent plus l'auditoire du dehors, qui écoutent le quartier et qui n'écoutent pas leur médecin. Et donc quand ils viennent, ils nous disent au quartier, ils nous disent de ne pas consommer ceci et de ne pas consommer cela.
Et les malades ne s'alimentent pas correctement, par exemple, et ils tombent dans la dénutrition. Alors que la dénutrition, par exemple, est un facteur qui aggrave et qui favorise la survenue des effets secondaires. Donc c'est l'occasion vraiment que les patients écoutent les médecins, qu'ils évitent au mieux la médecine alternative. Merci, docteur Diengi, pour tous ces propos. Alors, docteur Nzamba, nous revenons vers vous. L'Organisation mondiale de la santé estime que les taux vont augmenter de plus de 80% d'ici 2040 si rien n'est fait. Est-ce possible, selon vous, de renverser la tendance? Si oui, comment? Dans la question, il y a si rien n'est fait. La majorité des facteurs de risque des cancers sont des facteurs de risque modifiables, qui sont un peu liés à notre comportement et à notre environnement. Si nous prenons conscience d'agir sur ces facteurs de risque, nous pourrons réduire ce taux d'augmentation du taux de cancer en Afrique, bien sûr. Je prends un exemple sur les facteurs de risque liés à notre comportement, tels que la consommation de tabac. Il faudrait avoir des mesures pour permettre de réduire la consommation excessive de tabac, surtout chez le jeune. L'alcool également, qui est à risque de cancer, il faudrait essayer d'agir également dessus. Il y a les expositions à certains produits chimiques, aux hydrocarbures, à certains pesticides, à la fumée de bois. Tout ça, il faudrait avoir des... La fumée de bois? Oui, qui peut être à risque de certains cancers bronchopulmonaires. Vous avez parlé de pesticides, mais pourtant aujourd'hui, en agriculture, on utilise beaucoup de pesticides. Il y a une liste des molécules chimiques qui sont nocifs pour l'organisme. Donc, il revient aux personnes qui sont habilitées à vérifier les pesticides qui sont utilisés dans nos contrées, de vérifier la teneur et la composition de ces pesticides avant d'être utilisés dans le marché. Et justement, docteur Nzamba, pour revenir à la chimiothérapie, comment est-ce qu'une séance de chimiothérapie se passe de façon pratique? Une fois le patient soit passé en consultation pré-chimiothérapie chez son médecin oncologue traitant, le médecin oncologue aura vérifié son bilan pré-chimiothérapie. S'il est satisfaisant, le jour de la chimiothérapie sera programmé. Donc, de façon pratique, Dr Igaboui va vous accompagner en salle de chimiothérapie pour voir un peu comment ça se passe. Merci, donc, Dr Nzamba, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, Dr Ndiengi. Nous sommes ici en chimiothérapie ambulatoire, dirigée par le médecin-colonel Titi, qui va vous entretenir sur la réalisation pratique d'une chimiothérapie. Ok. Le service de chimiothérapie ambulatoire accueille les patients de jour. Ils viennent le matin, ils repartent en début d'après-midi. Donc, les patients sont installés, ils sont branchés, c'est-à-dire qu'on met une perfusion en attendant que les produits soient préparés par les préparateurs en pharmacie. On va se rapprocher d'un patient qui a bien voulu se faire filmer. Donc, il attend sa chimiothérapie, il est déjà perfusé, donc il y a une hydratation qui est en cours. Il va bénéficier de traitements pour prévenir éventuellement les réactions d'allergie et également les vomissements. Donc, l'infirmière apporte la chimiothérapie. Comme ça, on s'assure déjà de l'identitovigilance du patient. On vérifie qu'il s'agit bien du patient et que les quantités, les prescriptions correspondent à ce que les préparateurs ont bien voulu disposer. Et dès ce moment, elle se met son chronomètre et va administrer les médicaments de prévention dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on va la laisser préparer et faire passer les médicaments de première intention, donc pour prévenir les effets secondaires. La durée entre l'administration des produits de prévention et la chimiothérapie elle-même? Alors, généralement, entre le premier produit de prévention et l'administration de la chimio, il se passe entre 30 minutes et 45 minutes. Ça dépend du protocole, mais c'est ce temps qu'on respecte généralement. Et quelle est donc la fréquence du traitement? La fréquence du traitement va dépendre du protocole. Le protocole dépend aussi du type de cancer.
Par exemple, pour ce protocole, qui est le cas de notre patient, ce patient va être reçu en chimiothérapie toutes les 3 semaines. Mais avant d'être reçu, il est d'abord validé par son médecin. C'est-à-dire qu'il est vu en consultation avec un banc d'examen pour faire une prise de sang à l'issue de cette chimiothérapie, qu'il verra 48 heures avant l'administration un rendez-vous avec son oncologue. Et ensuite, l'oncologue valide le traitement et nous adresse à nous le protocole et le dossier du patient. Donc, généralement, c'est toutes les 3 semaines. Alors, le docteur Nzamba disait quelque chose, c'est que les patients ont tendance à abandonner le traitement, certainement à cause du poids psychologique. Est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau, au niveau de l'Institut de cancérologie? En effet, il y a un suivi. Déjà, dès l'annonce du cancer, il est important que le patient soit présenté à un psychologue pour faire compléter la consultation d'annonce. D'ailleurs, nous avons également une psychologue dans la salle. Je vais vous introduire auprès d'elle. Oui, très bien. Je vous présente donc le capitaine Edzougou Til, qui fait partie de l'équipe de psychologues de l'Institut de cancérologie. Capitaine Pami, quelle est l'importance du suivi psychologique? Il faut d'abord dire qu'au niveau de l'Institut de cancérologie, la prise en charge psychologique commence dès l'annonce de la maladie. Alors, le rôle du psychologue sera d'écouter, accompagner, conseiller et soigner le malade, dans le but d'amener le malade à accepter la maladie et à accepter de se faire prendre en charge. Et comment est-ce que cela se passe? Nous avons 2 manières de le faire. Nous procédons soit en consultation individuelle ou en consultation des groupes. Pendant la consultation individuelle, nous allons permettre au patient de nous donner son ressenti par rapport à la prise en charge et son vécu de la maladie. Pendant les consultations des groupes, alors nous réunissons plusieurs malades qui vont partager le vécu de la maladie et se motiver les uns les autres. Et est-ce que vous avez déjà expérimenté en fait le cas des patients qui abandonnent, qui ne viennent plus au rendez-vous? Effectivement, c'est le cas de malades qui viennent et ensuite ne veulent plus continuer la prise en charge parce qu'ils ont des a priori. Ils ne veulent pas être vulnérables devant le psychologue, donc ils ne viennent pas aux consultations. Est-ce que vous mettez en place des stratégies pour pallier cela? Nous essayons de montrer à ces malades le bienfait de la prise en charge psychologique. Nous essayons de motiver ce malade en impliquant d'autres malades dans cette prise en charge, pour donner aux malades la possibilité de reprendre les consultations et de s'ajouter des jours de vie, si on parle de survie. Parce que plus on néglige la prise en charge, plus notre survie aussi va de soi. Surtout que le cancer n'est pas une fatalité, on peut s'en remettre. Oui, on peut s'en remettre, effectivement. Merci beaucoup, Capitaine Pami, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous retenons que le cancer n'est pas une fatalité. La chimiothérapie est l'un des outils thérapeutiques les plus utilisés. Il est possible de mieux la supporter en suivant les recommandations de son médecin. Néanmoins, un mode de vie sain recommandé par les experts afin d'augmenter les chances de rémission. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.